Bonjour, bonjour tout le monde, enfin re-bonjour, parce qu'il y a déjà eu des bonjours tout à l'heure. Si comme moi vous vous posez des questions sur mais l'IA en fait elle fait n'importe quoi, on comprend rien à chaque fois, comment ça se fait que j'ai demandé un truc et que j'ai n'importe quoi, en fait Cécile elle est là pour essayer de nous aider à comprendre tout ça. Donc je vais laisser la place à Cécile, je vous invite à l'encourager pour lui donner de la motivation. Ouais, merci. Et du coup, on verra si on a le temps pour les questions tout à l'heure. Je laisse la place à Cécile. Alors, il faut savoir que ce métier, donc comme vous ne le connaissez pas, des fois ça s'appelle AI évangéliste. Le truc, c'est une secte, le machin. Ce métier, c'est ça, en fait. Sans la blouse, parce que c'est bizarre. Et donc, du coup, nous, notre métier, on s'est toujours dit, mais attends, tous ceux qui bossent en IA, depuis ChatGPT, ils se sont pris une vague dans la tête de toutes les nouveautés en IA. Toutes les 10 secondes, il y avait un nouveau modèle qui sortait, une nouvelle amélioration. Ceux qui voyaient sur LinkedIn les nouveaux gourous de l'IA, qui vendaient des trucs tous les jours. Et donc, franchement, mes proches, ils s'inquiétaient, ils me disaient mais ça va, tu t'arrives à suivre. Et c'est vrai que des fois, on avait des ateliers avec des clients qui voulaient, par exemple, mettre en place de l'IA chez eux. Et ils me demandaient leur avis sur un réseau qui était sorti la veille à 22h. J'étais là genre, oui, est-ce que tu peux le comparer avec celui qui est sorti l'avant-veille voilà, on a dû faire face à des choses comme ça, donc je me suis tout de suite dit que bon, oui, ça allait vite, c'est vrai, mais je voulais vous dire que depuis longtemps, ça va vite. En fait, depuis longtemps, depuis 4 ans que je bosse dans l'IA maintenant, ça a toujours été un domaine où ça va super vite. C'est-à-dire, il y a des notions qui n'existaient pas, ou des choses qui étaient impossibles à faire, qui, un mois après, sont possibles, donc même pour nous. Et nous, en fait, on recherche des papiers de recherche, tout simplement, là où il y a les derniers algos, où il y a les derniers chercheurs qui ont passé 15 ans de leur vie à sortir un algo, et c'est ton moment, mec, parce qu'on va utiliser ton algo. Et en fait, c'est ces choses-là où l'IA, c'est vraiment très open source, il y a beaucoup de partage, et la recherche paraît très longue, mais en même temps, ça va très vite, parce qu'il y a toujours des nouvelles techniques découvertes. Et moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, donc ça ressemblait à ça, il n'y avait juste pas le robot. Sorry de vous décevoir. Quand j'étais à l'école, notre professeur il nous disait mais ça, il n'est pas possible de faire ça. Et une semaine après, il adaptait son cours, il disait maintenant c'est possible, on va voir l'algo. Et en fait, tout bougeait en IA, parce que ça va très vite. Et je me rappelle que notre professeur il nous disait en fait, l'IA, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. On ne comprend pas toujours ce qu'on fait, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui est mis dans les entreprises, c'est simple. C'est des algorithmes super simples. Donc, à l'époque, je me disais, OK, on est rassurés. Déjà, c'est déjà dur d'expliquer des choses quand on est chercheur. Déjà, des étudiants, je me suis dit, ça me rassure. Et au fur et à mesure où je suis en entreprise, je me dis, mais attends, maintenant, on utilise des algos qui ne sont pas simples en entreprise. On utilise des LLM, donc c'est des mastodontes. Et est-ce qu'on peut toujours expliquer ce qu'on fait? Et c'est là où, pour cette conférence, je me suis un petit peu imaginé le futur de l'IA. Donc, je me suis posée devant mon PC, je me suis dit, bon, moi j'ai un problème, je veux m'acheter une maison. Je sais pas si vous êtes dans le même cas, mais vous savez que c'est un peu pas ouf en ce moment pour acheter une maison. Voilà. Et je me suis dit, mais dans 10 ans, j'en suis sûre que je pourrais peut-être m'acheter une maison. Donc, je me suis dit, dans 10 ans, les taux, ils auront enfin baissé, peut-être. Donc, je me dis, c'est bien, dans 10 ans, quand je contacte ma banque, c'est pratique parce que ça va sûrement être une IA qui va me répondre, même si c'est à 2h du mat', parce que peut-être que la banque aura évolué comme ça, où elle peut m'accorder mon prêt en 2 clics. Et surtout, elle a toutes mes données. Ouais, on est en 2034, donc elle a toutes mes données. Voilà. Oupsie. Donc je lui demande, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me donner un crédit, s'il te plaît? Et là, ma banque, à 2h du matin, c'est une IA. Hein, derrière, elle va me dire, OK, j'ai bien pris ta demande. C'est non. Voilà. Et là, je vais dire, mais attends quoi? Pourquoi tu as pris cette décision? Là, je comprends pas. J'ai un bon salaire. Pourquoi tu peux m'expliquer? Et là, j'ai juste une décision. Mais je vois un petit truc à la fin du résultat, un petit en savoir plus. OK. Pourquoi j'ai pas eu ce crédit? Voilà. En fait, c'est ça, c'est cette page que je me suis imaginée pour le futur de l'IA. C'est est-ce qu'on aura une réponse à cette question, même en 2034, ou est-ce que finalement on arrivera sur une page non trouvée, comme ce qu'il y a maintenant?
Et c'est pour ça que j'ai fait cette conférence. Bon, du coup, on va un petit peu revenir aux bases. Il y a beaucoup de définitions qui, à chaque fois, sortent en conférence, surtout depuis que l'IA est arrivée un peu dans vos vies, peut-être très abruptement. L'IA, ça, c'est sa définition du Robert, donc très carré. L'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. En gros, c'est des algos qui créent des motifs pour simuler un comportement humain. L'exemple. Du coup, je suis un petit peu repartie du crédit immobilier pour vous montrer comment on trouve un motif chez une personne humaine, ou comment on crée un algo pour modéliser le comportement d'une personne humaine. On repart du prêt. Lui, c'est Jean. Jean, c'est un mec cool, vous voyez. Il travaille en banque depuis 20 ans. Il a une cravate en or, pardon. Même la banque, elle est en or, vous vous rendez compte? On sait où va votre argent, hein, clairement. Et en fait, je me suis dit, on va essayer de modéliser le comportement d'attribution des prêts de Jean. Donc Jean, ce qui est bien, c'est que c'est un mec simple, même s'il a une cravate en or. Lui, il attribue les prêts toujours de la même façon. C'est-à-dire, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le revenu du foyer en entrée. Et là, il va vous donner un score. Et en fonction de ce score, on saura si oui ou non, on va vous attribuer votre prêt. Bon, on va se dire que la façon dont il attribue les prêts, ça suit une droite. Parce que vous allez voir, on ne va pas trop se complexifier non plus pour vous montrer qu'est-ce que l'IA dans cet exemple. Donc en fait, s'il prend toujours le revenu en entrée, on se dit que, et que ça suit une droite, on se dit, quelque chose fois le revenu plus quelque chose, ça nous donnerait un score de prêt, et on pourrait alors déterminer si oui ou non on peut avoir notre prêt. Ouais, mais là, il me manque des infos. Si pour tout revenu, je veux avoir un score de prêt, il me manque en fait les valeurs de A et B. Et si vous avez un petit peu suivi à l'école ou pas, eh bien du coup, pour trouver A et B, il y a ces deux inconnus, donc il faut deux équations. Et il y a un truc en IA qu'on ne vous dit pas vraiment, peut-être pas souvent, mais parce que les LLM sont déjà entraînés et peut-être vous les utilisez, c'est sans il n'y a pas d'IA. Sans data, il y a zéro IA. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Des données. On dit, Jean, comment tu as attribué tes prêts avant? Il dit, écoute, j'avais quelqu'un qui avait 20 000 euros de revenus, il avait un score de 30, et j'avais une autre personne qui avait 40 000 euros de revenus, il avait un score de 70. Donc, sachant que revenu, on va le simplifier en K euros, donc revenu, ça sera 20 ici. C'est parfait, j'ai toutes les infos. J'ai mes deux équations. En tant qu'humain, comment je trouve ça? Soit je résous les deux équations, soit je trace une droite, hop, je trace les 2 points qu'il m'a donnés, et là, j'intuite l'équation de la droite, en fait, tout simplement. Donc, je prends mon petit crayon, je fais ça, et je vais trouver l'équation de la droite, finalement. Donc ça, c'est comment, en tant qu'humain, je peux trouver, pour tout revenu que j'aurai en entrée, le score du prêt. Et peut-être que je dirais, un score au-dessus de 40, on lui donne son prêt, un score en dessous de 40, on ne lui donne pas son prêt, par exemple. Mais ça, c'est juste pour vous montrer, il n'y a pas de oui-non à ce niveau-là. C'est juste pour vous montrer comment j'ai modélisé le comportement humain de Jean. Comment l'IA va faire ça, du coup? On est sympa, on part de la même équation quand même, c'est pas parce que c'est une IA qu'on va être plus méchant. Ça, en IA, c'est ça. Ça, c'est un neurone, donc ça a été modélisé dans les années 40, voilà, 1943, donc c'est vieux, hein, vous voyez. C'est exactement comme ça qu'on retranscrit sous la forme neuronale cette équation. Donc en fait, le neurone va prendre en entrée un revenu de poids A et une constante de poids B. Ça nous arrange plutôt bien parce que dans ce neurone, on va faire la somme pondérée des entrées. Donc on va obtenir A fois revenu plus B. Ça me fait penser à un truc. C'est un peu le score de prêt, ouais. Et donc du coup, voilà, ça c'est notre neurone. Et lui, comment il va faire? Déjà, il lui faut des données, hein, on va partir du même principe. Hein. Lui aussi, il a besoin de données. Donc on lui dit, voilà, 2 exemples de prêt. Allez, go! Avec tes 2 petits bras là, de neurones, trace-moi une droite. Bon, non, c'est pas comme ça qu'il va faire, clairement pas. Ce qu'il va faire, le neurone, pour trouver ces deux inconnus, c'est que, comment vous dire, il va un peu jouer au juste prix avec A et B. C'est-à-dire, il va faire une première passe, il va essayer A égale 1, B égale 0, avec un revenu de 20K, donc de 20. Il va essayer, score de prêt égale 20, ok. Tu devais trouver 30, tu as une erreur de 10, tu recommences. Ok, A égale 2, B égale 0,
40, tu recommences. Et au fur et à mesure, il va mettre à jour ses poids pour minimiser l'erreur en fait, entre ce qu'il devait trouver et ce qu'il a trouvé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc, il apprend à trouver les poids A et B pour arriver à minimiser cette erreur et pour au final trouver, comme nous, à un delta près, on va dire, de la machine, elle ne va pas forcément déjà trouver des nombres piles. Et ensuite, son but, c'est pas forcément de généraliser. Donc, c'est bien quand on ne tombe pas pile poil sur le nombre exact, parce que son but, c'est de comprendre globalement le comportement de gens, s'il a bien mangé ou pas à la cantine, et pas de trop se baser sur quelques données qu'il a eues. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça là pour le rappeler. Donc ça, c'est comment un humain trouve le comportement de gens et comment une IA va faire pour le même problème. Bon, du coup, si je vous montre des neurones, c'est quoi dans tout ça l'IA explicable? Pourquoi on a besoin d'IA explicable? Alors, l'IA explicable, déjà en anglais, c'est Explainable AI, si vous voulez rechercher des choses là-dessus, et l'acronyme c'est XAI. Ça n'a rien à voir avec la branche IA de X d'Elon Musk, qui s'appelle XAI. Il a juste surfé sur le buzzword. Et en fait, ce sont des méthodes qui permettent à nous de comprendre comment l'IA elle a pris cette décision. Comment, pourquoi. Et en fait, de comprendre pourquoi nous, on a fait confiance à cet algo. Est-ce qu'on doit lui faire confiance aussi? Bon, du coup, dans notre exemple, c'est quoi l'IA explicable? Comment ça peut nous aider? Donc, il y a deux notions dans l'IA explicable. Quand on parle explainable en anglais, quand on revient en français, finalement, il y a peut-être deux choses derrière. C'est l'interprétabilité. Qu'est-ce que le modèle il a fait? C'est vraiment pour les personnes plus tech, c'est-à-dire à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans le modèle? C'est quoi les poids A, les poids B? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'explicabilité, pourquoi il a pris cette décision? Pourquoi un score supérieur à 40, j'ai pris cette décision? Pourquoi pas supérieur à 30? Bon, dans notre petit neurone, l'interprétabilité, c'est tout ce qu'il y a au milieu. Donc vraiment les poids, la somme pondérée, pourquoi il a fait une somme pondérée, pourquoi pas autre chose. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut savoir que, je ne vous l'ai pas dit juste avant, mais A et B, c'est ce qu'on appelle des paramètres pour un neurone. Donc ces paramètres-là, il n'y en a que 2 paramètres. Je vous parlerai en plus, qu'est-ce que ça fait d'avoir plein de paramètres. Donc ça, c'est tout ce qui est interprétabilité. Explicabilité, c'est pourquoi il a pris cette décision finalement. Voilà, en fonction du score, pourquoi oui, pourquoi non, mon revenu. Et le but de l'IA explicable, c'est d'enlever tout cet effet boîte noire autour de l'IA, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas en fait. Encore, je suis gentille, j'ai mis en entrée, j'ai mis qu'on avait connaissance en entrée des données d'entrée, alors que des fois, on ne sait même pas quelles données sont utilisées pour la prise de décision. Donc, avec une image, c'est plus sympa quand même qu'avec un prêt. Il y aura beaucoup de chats dans cette presse, je vous le dis maintenant. Comment on peut expliquer avec une image ce que peut nous donner l'IA explicable? Si maintenant je vous donne un bout de papier, un petit post-it, et je vous dis dessinez-moi un chat, vous avez 5 secondes, comment vous faites? Là, vous allez vraiment dessiner basiquement voilà, les petites oreilles en triangle, peut-être des moustaches, et fini. Là, sur cette image, il a classifié cette image en tant que chat. Au fond de vous, qu'est-ce qu'il lui a dit que c'était un chat? Tout ce qui sont les pixels en rouge, c'est les pixels qui ont penché favorablement à la prédiction chat. Donc c'est des pixels qui ont été importants pour prédire chat. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, on peut voir un peu ses oreilles pointues, le museau et même la forme des yeux, qui lui ont dit ces pixels-là sont importants pour la prise de décision chat. Donc, sans l'IA explicable, on n'aurait que l'image à gauche, et avec l'IA explicable, on a cette image à droite qui nous dit c'est ces pixels-là qui m'ont aidé à dire que c'était un chat. À l'inverse, eh bien oui, aussi, on peut avoir des images qui sont classifiées, et on peut voir avec l'IA explicable qu'elles sont mal classifiées. Donc là, il a dit que c'était un cheval, mais il ne s'est pas du tout basé sur le cheval. Vous pouvez voir, la zone d'intérêt, elle est en bas, à gauche. En fait, il s'est basé sur le copyright, c'est-à-dire c'était un photographe équestre qui a posté cette photo, et il s'est dit, attends, cette personne-là, mais en fait, à chaque fois, elle prend des photos de cheval, quoi. Donc c'est sûr, c'est ça. Et en fait, s'il avait pris une barrière à l'image d'après, ça aurait été cheval, du coup, et vous n'auriez pas compris. Vous auriez fait, mais pourquoi il me dit cheval? Il est trop bête. Eh bien, c'est sûrement parce qu'il s'est basé là-dessus, et avec l'IA explicable, on peut mettre en avant que, il s'est basé sur le copyright. Bon, en vrai, à quoi ça sert? Parce que les images de chevaux, vous n'en avez pas tous les jours, je vous l'avoue.
Bon, déjà, l'IA explicable, ça a un enjeu éthique fort. Je pense que vous avez peut-être un petit peu vu comment j'arrivais les pieds dans le plat sur ce sujet. Bon, après tout, même sans IA, bon, qu'est-ce qui peut se passer quand on ne peut pas expliquer ce qu'on fait derrière? Bon, 3 fois rien, je vous laisse lire. Hein. Déjà, sans IA, évidemment, quand on ne sait pas ce qu'on fait avec ce qu'on propose, ça se passe très mal. Évidemment, une transparence des algos, c'est important, entre autres, on va dire, c'est quand même cool, de savoir ce qu'on fait, même sans IA. Il faut savoir que quand vous utilisez des données personnelles, j'y reviendrai après sur les parties loi, mais c'est une obligation légale dans l'AI Act. L'AI Act, si vous ne connaissez pas, c'est une réglementation européenne sur l'IA. Aussi, ça nous assure que toutes les personnes sont traitées avec une égalité. En tout cas, c'est pas parce que j'ai des chevaux dans mon dataset que j'ai envie qu'ils soient traités pareil que mes chats. Eh bien, j'ai envie d'avoir la même chance d'avoir un crédit, que je sois un homme ou une femme ou une personne racisée. C'est la même chose. Quand on sait les données qu'on met en entrée, bizarrement, ça nous permet de contrôler pourquoi on prend ces décisions-là. Et enfin, ça fait respecter 2 principes selon la CNIL, qui est le principe de vigilance et de loyauté, c'est-à-dire vigilance. Vous l'avez, ce petit texte, quand vous utilisez les LLM, qui vous dit, finalement, faites attention, le réseau peut halluciner. Ça, c'est vous prévenir que finalement, ce n'est pas une baguette magique et qu'il peut faire défaut. Et de loyauté, c'est l'intérêt de l'utilisateur doit primer, c'est important, c'est votre intérêt qui doit primer, ce n'est pas en demandant si vous avez une maladie que demain, vous allez avoir votre assurance qui va augmenter de prix. Votre intérêt doit primer, et c'est ça que la CNIL dit sur les algorithmes en IA. Bon, s'il n'y avait que des enjeux éthiques, personne ne le ferait, clairement, voilà, je ne vais pas vous le cacher. Donc, évidemment, il y a des enjeux stratégiques derrière la mise en place de l'IA explicable. Donc, c'est un vieil exemple que je prends. Ils ont mis en place un algorithme en 2011 dans un hôpital en France qui s'appelle Watson d'IBM. Donc, c'est un petit algo médecin assez sympa qui détecte les tumeurs, je sais, ambiance, tout d'un coup. Et en fait, il a été totalement rejeté, cet algorithme, quand il est arrivé dans les hôpitaux. Pourquoi? Eh bien, en fait, il expliquait pas du tout ses résultats. En fait, c'est l'équivalent d'une personne qui vient vous voir, le petit interne en médecine, qui vous dit « Ouais, il a une tumeur ». Et tu lui dis « Pourquoi ?» Il fait « T'inquiète, c'est ça, en fait ». Et c'est exactement quand il est arrivé, il a dit « Il a une tumeur » et il y avait aucune réponse, en fait. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins, ils n'ont pas confiance. Et du coup, il n'a pas été adopté. Et vous pouvez avoir un super algo, si ce n'est pas adopté, ça ne sert à rien, en fait. Donc, mettre en place de l'IA explicable, déjà, ça va expliquer aux personnes pourquoi il a pris cette décision et il va y avoir une meilleure adoption de l'algorithme. Ensuite, pouvoir expliquer ces résultats, c'est avoir un avantage sur ses concurrents. Je ne sais pas si vous avez entendu parler quand Google, en réponse à ChatGPT, a dit « Non, mais moi, je peux citer mes sources. Hein. » Et en fait, non, pas trop. En fait, on se rendait compte qu'il faisait un reverse search sur des textes parce qu'il essayait de citer des trucs. Mais en fait, ça ne marchait pas comme ça. Du coup, il était genre, c'est mon argument commercial de pouvoir expliquer. Ouais, c'est avoir un avantage clairement avec le même produit. Mais encore faut-il que ça soit vrai, ce qu'il y a derrière comme explication. Je ne sais pas si vous connaissez Mistral AI. Donc, ils sont assez balèzes pour faire des réseaux cocorico en plus français. Eux, ils ont des super data scientists qui connaissent chaque brique logicielle, qui optimisent à fond chaque brique. En fait, eux, ils comprennent ce qu'ils font, donc ils n'ont pas besoin d'utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Eux, ils savent très bien ce qu'il faut quand il faut. Ils font des modèles beaucoup plus petits, donc moins chers à entraîner, moins chers à inférer, et donc meilleurs. Et peut-être pas aussi meilleurs que l'état de l'art, mais beaucoup plus petits et quasiment meilleurs. C'est pas mal quand même ça, non ? Il faut savoir aussi que l'IBM Watson, elle a gagné au Japon 3 ans après un prix parce qu'elle détectait des leucémies en 20 minutes à la place de 2 semaines. C'est le même produit. C'est le même produit. Bah ouais. Mais bon, quand on peut expliquer ce qu'il fait, finalement, c'est pas mal, non? Et ouais, comprendre l'architecture, c'est faire baisser les coûts. Je vous en ai parlé avec Mistral AI. Mais ça, c'est déjà avoir un avantage sur ses concurrents pour la suite et aussi pour vos devs, pour développer après, pour plus se maintenir. Je suis désolée, je suis une plante avec des sentiments quand même. Alors, enjeux techniques. Ouais, alors l'IA explicable, à part les enjeux éthiques et stratégiques, il y a des enjeux techniques. Ça, c'est un peu pas ouf. Hein. Ça, franchement, on peut l'utiliser pour le debug du coup. C'est des choses que direct, quand on met en place un algorithme, on peut vérifier si déjà il va dans la bonne direction. C'est pas mal.
Ensuite, ça peut nous permettre de voir si on maîtrise ce qu'on met en entrée. Bah là, on va se dire, bah, peut-être que je vais lui donner des images qu'on va cropper en bas pour éviter qu'il aille chercher les copyrights. Ça peut être pas mal. Ou des fois, bah, par exemple, faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu, pareil, dans un hôpital où ils détectaient le diabète cette fois-ci. Ils s'étaient rendu compte que leur algo se basait sur une colonne qui était le numéro d'identifiant du patient. Vous savez, un truc totalement au hasard, 1, 2, 3 par exemple. Bah, du coup, ils se basaient là-dessus pour déduire que vous ayez une maladie. Pas de chance, tu finissais en 7, eh bien tu as le diabète selon lui. Bah voilà, en fait, cette colonne aurait dû sauter, on est d'accord, c'est comme votre nom n'a rien à voir avec le fait que vous ayez un diabète ou pas. Et bien en fait, du coup, ils s'étaient rendu compte que, ah oui mince, ça utilisait des données qu'on n'était pas censé utiliser. Donc ça, on peut l'éviter du coup, en voyant bah, où est-ce qu'il s'est basé. Et aussi, bah, ça fait baisser la complexité du modèle. Moins complexe votre réseau de neurones, bah, plus ça sera facile à maintenir, plus vous pourriez l'expliquer et bah, le prendre en main plus facilement du coup de votre côté. Bon, du coup, je vous ai montré les monts et merveilles, on va dire, de l'IA explicable. Je vous ai dit c'est trop bien. Bah, comment on met ça en place en fait, comment ça marche, comment ça se passe? Bon, il faut savoir que l'IA explicable, il y a un peu deux façons d'aborder un algo. Il y a tout d'abord le périmètre de la méthode. L'IA explicable, ce sont des algos. Donc ces algos, ils ont un périmètre. Soit pour toutes les prédictions, j'ai mon explication miracle. Donc c'est l'explication globale, c'est-à-dire, qu'importe ta prédiction, je vais te dire pourquoi j'ai choisi un chat. Parce que c'est un chat, ça a des oreilles pointues, nanana. Ou soit, je vais avoir une explication locale. Pour une prédiction, cette photo de chat, je vais te dire pourquoi celle-là, c'est un chat. Et ça ne sera pas la même pour une autre photo de chat. Donc soit local, soit global. Et les algos ont une dépendance. Est-ce qu'ils dépendent du modèle, boîte noire, ou est-ce qu'ils sont indépendants, donc agnostiques à ce modèle? Est-ce que c'est une méthode qui est pour les LLM, ou est-ce que c'est une méthode qui n'est que pour les régressions linéaires? La première que je vais vous montrer, elle est locale et agnostique au modèle, comme beaucoup de méthodes d'IA explicables. La première, c'est Lime. Il y avait une photo, c'est ça? Je vais y devant. Donc, c'est-à-dire que pour un individu, on va pouvoir expliquer pourquoi on a fait cette prédiction, et qu'importe le modèle en entrée, on va pouvoir donner cette explication. Donc, Lime, ce qui est bien, c'est que c'est dans le nom, je n'ai pas besoin de le répéter. Local Interpretable, donc local, Interpretable, modèle agnostique, donc indépendant, explanation, 2016. C'est vieux pour l'IA, je précise. Qu'est-ce que va faire Lime? Petit exemple avec le médecin. Du coup, ici, on a un modèle boîte noire. Donc le modèle boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ce qui se passe, c'est que ce modèle, on lui donne en entrée des informations sur le patient. Son âge, son poids, on lui donne des symptômes. Le fait qu'il a mal à la tête, qu'il a le nez qui coule, qu'il n'a pas de fatigue. Et lui, le modèle va lui dire grippe, flou, il a la grippe. Sans IA explicable, on donne ça au médecin, on lui dit, tu sais quoi, ton patient, il a la grippe, bisous. Et là, le médecin, il fait OK, un peu comme en 2011 avec Watson. Donc il dit, OK, bon, il a dit qu'il avait la grippe, très bien. Là, avec Lime, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui dire, tu sais quoi, il a la grippe, parce que, pour moi, ce qui a penché pour la décision de la grippe, c'est le fait qu'il avait le nez qui coulait et qu'il avait mal à la tête. Par contre, le fait qu'il ne soit pas fatigué, ça a plutôt penché en défaveur du diagnostic. Le plus souvent, quand on a la grippe, on est quand même très fatigué. Donc il va lui dire, je ne vais pas te dire qu'est-ce qu'il a, le patient, parce que c'est un peu ton job, hein. L'IA, c'est vraiment comme un copilote. Je vais juste te donner ces infos, pourquoi le modèle d'IA a pris cette décision, et tu en fais ce que tu veux. C'est quand même plus sympa d'avoir, on va dire, de savoir pourquoi cette décision a été prise. Lime, ça ne requiert pas d'infos sur le modèle de base, ça peut être une boîte noire totale, c'est pas grave. Il va faire avec, je vais vous expliquer comment. Ça marche avec plusieurs types de données, et encore, je vais en reparler peut-être dans la conclusion, mais les modèles, on va dire, ancestrales d'IA explicables, avec les LLM, on voit certaines limites. Il y a des instabilités, c'est-à-dire que deux patients avec des données qui semblent proches, donc des données proches, donc des patients avec des données qui semblent proches, dans cet exemple, ils peuvent avoir des résultats très différents, c'est-à-dire grippe ou pas grippe. On se dit, mais attends, comment c'est possible? Comment ça marche? Le truc, c'est magique en vrai.
Là, vous dites, oh là, c'est quoi ça? Alors, un modèle d'IA, il y a plusieurs paramètres en entrée. Imaginez tout simplement que les personnes avec les croix rouges, enfin toute la zone en rouge, c'est les personnes qui ont la grippe, on va dire. Et en bleu, c'est celles qui n'ont pas la grippe. Donc là, comment ça va marcher? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner l'individu cible, donc l'individu auquel on a donné les données au début, et il va générer des nouvelles données aux alentours. Et il va essayer de déterminer à partir de quel moment on passe du côté grippe ou pas grippe. Donc il prend le modèle, il lui envoie des données, il fait « OK, lui, il a la grippe ». Il recrée des données dans cet entourage, il appelle le modèle boîte noire, il voit ce qu'il donne comme réponse, etc. En fait, il itère plusieurs fois pour savoir à partir de quel moment il passe de l'autre côté. Comment savoir c'est quoi l'autre côté? L'autre côté, ça peut se modéliser par deux façons avec Lime. Il va entraîner un modèle donc white box, c'est-à-dire soit une régression linéaire, donc vous voyez bien je passe du côté A ou côté B, en gros, une droite, ou tout simplement un arbre de décision. Un arbre de décision, si vous voyez pas ce que c'est âge supérieur à 50, oui, non, et puis vous descendez dans poids supérieur à 50, oui, non, enfin, et ainsi de suite, vous descendez mal de tête, et à la fin, vous avez grippe, pas grippe, grippe, pas grippe, en fonction de comment vous avez descendu avec vos données. Donc c'est des choses qui sont simples à expliquer. Vous pouvez dire, bah oui, sa valeur, on va dire son âge, il était de ce côté-là, du coup, c'est pour ça qu'on a dit que c'était la grippe. C'est plutôt facile à expliquer. Les méthodes d'IA explicables, il faut que ça soit explicable pour les humains. C'est pour nous, en fait, ces méthodes-là. C'est pas pour l'IA. L'IA, elle s'en fiche d'expliquer. Donc c'est comme ça que marche Lime, en vraiment générant des données tout autour d'un individu cible. SHAP, c'est une autre méthode. Pareil, elle est locale. Donc pour un individu, elle a une explication. Pour d'autres individus, elle aura d'autres explications. C'est bien SHAP, c'est pas SHAPE. C'est pour Shapley Additive Explanation. C'est un peu l'évolution de Lime. C'est arrivé 1 an après. Comment ça marche? Oui, encore un chat, je sais. Alors, vous voyez, ça, c'est une image d'un chat égyptien. La prédiction, le résultat de la prédiction, c'est chat égyptien. Ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les pixels qui ont contribué pour la prédiction chat égyptien et ceux qui n'ont pas contribué à la prédiction chat égyptien, tout simplement. En rouge, ceux qui ont le plus contribué, en bleu, ceux qui ont le moins contribué. SHAP, en fait, il va définir des données qui ont le plus contribué. Donc ici, avec une image, ce sont des pixels. Qu'est-ce qui a le plus contribué au chat égyptien? Bon, déjà, au chat, on retrouve les oreilles, le museau, le bout de la queue, et peut-être le pelage pour la race particulière de ce chat. Pourquoi l'arbre en bleu? Vous allez me dire, pourquoi l'arbre, ça a moins pesé pour le chat? Alors, en tant que data scientist, ce que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de photos de chiens dehors et de chats en intérieur. Donc, en fait, s'il y avait à choisir entre chat et chien, lui, il aurait plus dit t'es sûr que c'est un chat parce qu'il est quand même dehors. Donc ça, c'est mon avis sur ce choix dans cet exemple. Mais en tout cas, pour lui, c'est ces pixels-là qui ont contribué à dire c'est un chat égyptien. SHAP, il y a une stabilité des calculs de valeurs de Shapley et donc des explications. Ça marche sur les données tabulaires, images, textes. Par contre, ça a des temps de calcul importants. Quand je dis stabilité, c'est que deux personnes proches, deux images proches, ils ont à peu près les mêmes pixels qui permettent de contribuer aux explications. Contrairement à Lime, où deux patients proches, ça peut avoir des choses totalement différentes. Temps de calcul important, c'est une méthode mathématique, et vous imaginez que sur tous les pixels calculés, quels sont les plus importants, ça va. Voilà, c'est un peu lourd en fait, à digérer. Je vais vous montrer comment ça marche. Je ne vais pas faire pixel par pixel, hein, j'ai pas 5 heures. Je vais juste vous montrer avec des superpixels. Les superpixels, c'est des ensembles de pixels, c'est des zones de pixels. Ici, donc, dans cette image, donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un chien dans une couverture. Le truc, on dirait E.T., hein, voilà, c'est ici. Et en fait, on veut déterminer la classe chien. Et la classe chien, c'est le chien au milieu. Vous allez me dire, c'est facile, c'est le chien. Oui, mais pour l'IA, c'est pas simple. Okay. Et donc, du coup, on va séparer ça en 3 zones. La zone du fond, la forêt, la zone de la couverture, la zone 2, et la zone du chien. Et ce qu'on va faire, comment SHAP va marcher? On va calculer les valeurs de Shapley en enlevant et en retirant des zones. Donc on va retirer le fond, on va dire, tu peux toujours deviner ce que c'est? Pour moi, c'est un chien. On va retirer la couverture, on va rajouter le fond. Pour moi, c'est un chien. On va retirer le chien, et on va avoir le fond et la couverture, et on va lui dire, et alors? Et il va dire, je sais pas. Et là, on va dire, ah, donc peut-être le chien, c'est ce qui t'a permis de dire chien. Intéressant. Et là, en fait, on va retirer des features, en fait, des caractéristiques, juste à temps qu'il hésite et qu'il passe de l'autre côté en disant « je ne sais pas ». Bon, imaginez ça avec des superpixels.
Donc imaginez ça avec des pixels. On enlève un pixel, il est un peu moins sûr. Donc c'était sûrement ce pixel-là qui a permis de contribuer à ta prédiction. Parce que si je les enlève, tu ne sais plus trop en fait. Donc c'est là-dessus sur lequel tu t'es basé, tout simplement. Donc c'est comme ça que va marcher Chaves, vraiment en permutant des éléments et en lui demandant, bon bah maintenant alors, qu'est-ce que tu peux nous prédire? Bon, évidemment, là je vous ai montré des méthodes, on va dire, donc déjà agnostique à un modèle, donc c'est simple. Donc pour tous les modèles, même boîte noire, ça marche. On va dire peut-être limitons LLM parce que les recherches encore là-dessus sont pas toutes d'accord là-dessus. Le problème, c'est que c'est pour un individu, parce que c'est local. Moi, j'ai envie que pour tous les individus, j'ai un super modèle qui puisse me dire, que je calcule qu'une fois d'ailleurs, parce que je n'ai pas envie pour chaque individu de calculer quelque chose, et qui me disent, oui, c'est pour ça qu'il a pris cette décision, parce que c'est ça. Donc en fait, le Saint Graal, c'est un peu une explication globale et quelque chose qui est indépendant au modèle. On ne peut pas tout avoir, hein, quand même. Donc un exemple avec PDP, c'est la seule méthode que j'ai vraiment mis du temps à trouver quelque chose que je puisse vous expliquer. Simplement, on va dire. PDP, c'est Partial Dependence Plot. C'est super vieux, 2000. Voilà. En IA, c'est très vieux. Ouais, je sais. Et du coup, là, on se dit, comment ça marche? C'est magique. PDP, ça va mesurer des dépendances partielles. Donc, comment ça marche? Ici, c'est un exemple de location de vélo, rien à voir avec le crédit ou les chats. Voilà. Donc, plus la température augmente, plus les personnes louent des vélos, plus l'humidité augmente, moins les personnes louent de vélos. Jusque-là, tout va bien, on vit sur la même planète avec l'IA. Comment on pourrait avoir un modèle qui, qu'importe le jour, qu'importe le nombre de vélos loués, je veux savoir comment ça coévolue ces choses-là ensemble. PDP, ça fait des graphiques comme ça, je ne sais pas, pour ceux qui font de la randonnée, ça fait un peu des lignes de niveau. Mais en fait, ça nous dit pour chaque température pour une température et un taux d'humidité donné, c'est comme ça que le modèle prend sa décision, en tout cas. Donc en fait, là, 171,43, c'est le nombre de vélos loués. Et donc du coup, c'est à peu près comme ça qu'il prend sa décision. Et là, on se dit, mais en fait, limite, j'ai plus besoin, je dis pas j'ai plus besoin d'utiliser mon modèle d'IA, mais je prends ce graphique. Et en fait, à la place de l'appeler, je me dis, ça sera entre 158 et 171, et voilà. Donc ça, c'est une explication globale qui explique pour tous les cas. PDP, c'est agnostique au modèle sourd, c'est une méthode globale. Ça s'adapte à une grosse volumétrie de données, mais par contre, oui, ça fonctionne principalement avec des méthodes numériques, enfin des données numériques, pardon, et peu de caractéristiques. Là, vous voyez en 2D une explication, vous pouvez avoir en 3D, en 4D, appelez-moi. Appelez-moi, je dépose un brevet. Non, mais plus il y a de dimensions, plus là, ça va être compliqué, en fait. Et ça ne va pas scaler, ça ne va pas aller jusqu'à l'échelle, en fait, avec PDP. Donc, en fait, il n'y a pas finalement de... On reste un peu sur notre fin, on se dit, mais il n'y a pas de technique pour tout expliquer. Et en plus, en fait, ce que je vous ai montré, est-ce que ça n'a pas des limites? Parce que, la location de vélo, c'est des trucs un peu, on va dire, simples. Est-ce que détecter un chat ou un chien, c'est des choses simples? Je ne veux pas vous dégoûter de l'IA. En plus, j'en profite d'avoir un public majoritairement féminin pour justement vous dire que bosser dans l'IA, venez, c'est trop bien. Mais je vais quand même vous dégoûter 5 minutes. Vous voyez, quand je vous ai montré un neurone avec 2 paramètres, j'ai été super sympa. Parce que quand vous avez des Mistral 7B, des ChatGPT, on ne sait même pas le nombre de paramètres. En fait, A et B, c'était 2 paramètres. Mistral 7B, c'est 7 billions, 7 milliards de paramètres. A, B, c'est 7 milliards à trouver. Et vous avez vu comment il a galéré à trouver A et B? Bon, voilà, donc imaginez 7 milliards, le nombre de données qu'il faut. Et ça, c'est un petit Mistral 7B par rapport au ChatGPT qui ont des milliers de milliards de paramètres. Enfin, voilà, donc c'est horrible de base. Les photos de chiens et chats, c'est simple. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, tout ce qui est image, ça utilise des réseaux, ce qu'on appelle neuronales convolutives. Donc, en fait, il n'y a pas juste une entrée, une sortie avec une somme. Une entrée, des neurones, des neurones, des neurones, des neurones, des neurones, qui ne font pas forcément des sommes, des tangentes, des cosinus, des machins, qui oublient, qui en fait n'oublient pas. Ah non, en fait, désolé, qui sautent des couches. C'est ça, en fait, l'IA. Ça, c'est quand vous avez un neurone en entrée, des neurones en entrée, des neurones en sortie, et entre deux, des neurones, c'est ce qu'on appelle des couches profondes. Et quand on essaye d'apprendre à trouver les paramètres A et B, les 7 milliards, parce c'est ce qu'on fait, on fait du deep learning, donc de l'apprentissage profond.
Et donc ça, c'est un exemple pour des images. Et à côté, c'est un transformer, rien à voir avec le robot qui se transforme en voiture. C'est la base de tous les LLM. Ça a été popularisé par Google en 2018, cette architecture. Et bon, vous voyez, peut-être pas, mais il y a des trucs pas super. Il y a des multiplications de matrices. Voilà, ça part dans tous les sens parce que c'est ça l'IA, c'est super dur. Ça demande énormément de ressources. On en parle beaucoup de l'impact écologique. Je remets un point d'honneur là-dessus. Là, on se dit, waouh, mais attends, c'est ultra complexe. Comment on met tes petits algos dessus là? Bon, j'ai trouvé quelques méthodes en vrai d'IA explicable. L'IA explicable, c'est très visuel parce que c'est pour nous, entre guillemets. Déjà, il y a la feature visualisation. C'est une diapo que je passe quand les gens sont expérimentés, mais c'est pour vous montrer couche après couche d'un réseau pourquoi il prend cette décision. Donc là, le but, c'est de trouver un chien. Donc vous le voyez en multiples exemplaires sur le côté, peut-être si vous arrivez à le deviner. Et c'est couche après couche d'un réseau de neurones, passage après passage des différents neurones, comment il arrive à trouver chien. En fait, on peut visualiser, je mets des grands guillemets ici, comment il peut voir vraiment quelles ont été les données sur lesquelles il s'est basé pour dire c'est un chien. Au début, il s'est focalisé sur les contours, ensuite sur les textures, ensuite sur les motifs, ensuite sur les parties. C'est très psychédélique, on se dit mais attends, comment il a vu un chien là-dedans? Et ensuite sur les objets, et là il a fait ok, chien partout. Donc il est un peu parti on va dire en sucette, et il s'est dit mais là on se dit mais attends, en fait à chaque étape il va se baser sur des choses, mais c'est très difficile de le modéliser vraiment, ces choses-là. Pour vous montrer à quel point qu'on commence à perdre un peu le fil dans l'explicabilité. Un autre algo que je voulais vous montrer, c'est Stilex. Stilex, rien à voir avec quelqu'un m'avait parlé ça en front sur Angular, rien à voir. Stilex, c'est un outil de visualisation pour pareil, la classification d'images, ça a été mis en place par Google. Donc là, ça utilise de l'IA générative. En gros, lui, ce qu'il sait, c'est qu'il y a 8 attributs qui contribuent à la prédiction chat. Il ne sait pas ce que c'est les 8 attributs derrière, mais c'est juste que ces attributs-là, comme ces pixels-là, il ne sait pas que c'est un museau derrière lui, qui contribue à cette prédiction. Et nous, on va pouvoir twister ces paramètres, les modifier, et derrière, il va ajuster ces données-là, enfin ces paramètres-là en entrée, appeler un modèle d'IA générative qui va nous faire cette visualisation à gauche. Et nous-mêmes, on va trouver l'explication. Voilà, on s'explique tout seul qu'est-ce qui se passe. Donc là, par exemple, on va se dire, je vais modifier la valeur de l'attribut 5, et en fait, l'attribut 5, c'est la taille des yeux. Et en fait, on va la modifier juste à temps que le modèle il se disent « Oula, je ne suis plus trop sûr que c'est un chat, finalement ». Et en fait, on voit vraiment les limites de déjà quels ont été les attributs qui ont le plus contribué à chat, et jusqu'où on peut aller pour que tu passes de l'autre côté, ou que tu dises « Je suis plus sûr que c'est un chat, du coup ». Et ça, c'est un outil vraiment de visualisation pour nous, pour nous dire pourquoi le réseau il a pris cette décision. Et bon, ça, c'est ce qui cartonne, on va dire, entre guillemets, pour les LLM. En gros, ça a été en mai, ça a été mis en place par l'équipe d'Anthropic. Donc, Anthropic, c'est AWS, ce qu'on fait Claude. Et ensuite, ça a été repris en juin, quelques semaines après, par ChatGPT. Donc, c'est ce qu'ils appellent non horrible. Voilà, je vous dit, attendez, on est le matin, là, elle veut nous achever. Mise à l'échelle de la monosémanticité, en anglais, scaling monosémanticity, pardon. Ok, alors, on va y aller doucement. En fait, ce sont des méthodes sur les LLM qui vont nous permettre de voir sur quelles données il s'est basé, on va dire. En fait, ce que l'équipe d'Anthropic a remarqué, c'était que les LLM peuvent isoler des concepts. Vous allez me dire, so what? Ouais, so 10. En gros, isoler des concepts, ça veut dire qu'ils ont montré que si je disais à un LLM, OK, tu vois le Golden Gate Bridge, dans son set de réponses, il se limitait énormément parce qu'il avait un concept. Je ne pouvais pas lui dire le Golden Gate Bridge porte une robe et des loups-boutins rouges. Il va me dire, non, c'est un pont. Et en fait, lui, il sait que c'est tout un concept et on ne peut pas essayer de le... Je fais de l'anthropomorphisme en disant, on ne peut pas essayer de lui dire, parce qu'on ne peut pas lui dire un modèle, mais on ne peut pas lui montrer que, non, il porte une robe, fais-moi confiance, parce qu'il a associé un concept derrière. Et quand on essaye un peu de creuser là-dessus,
on se rend compte que là, donc c'est dans son dataset d'entraînement, parce que Claude, évidemment, ils ont accès à son dataset d'entraînement, c'est eux qui ont entraîné leur propre modèle. Mais en fait, ils se basent vraiment, tout ce qui est orange foncé, sur des mots. Et ce qui est associé à Golden Gate, c'est Bridge, le pont, c'est San Francisco, qui est très coloré. Donc ça, c'est des concepts qu'il a associés autour. Scaling, c'est mise à l'échelle, c'est-à-dire ils utilisent ce qu'ils appellent des sparse auto-encoders. On s'en fiche à ce niveau-là. Mais c'est juste pour dire que c'est des choses très petites en IA, qu'ils ont réussi à scaling, donc à mettre sur des LLM, des choses très grandes. Et monosémanticity, c'est un sens sémantique. Il n'y a pas d'ambiguïté pour le réseau de neurones. Il sait que Golden Gate Bridge, c'est un pont. Et même les images qu'il a générées, c'est pas juste ouais, il a généré un pont, ok, et alors en fait, même dans la génération d'images, il a ces concepts que un pont, il peut y avoir des choses qui volent au-dessus, il peut y avoir des bateaux qui vont en dessous, il y a de l'eau en dessous. Et en fait, il a vraiment tout ce concept-là. C'est pas juste, il a généré une image. On peut isoler des concepts et on est sûr que le réseau, il a des concepts en lui. Bon, du coup, je vous ai montré plein de techniques pour l'LM ou pas, pour des réseaux simples, mais est-ce que c'est possible d'expliquer l'IA ? Bon, il y a quelque chose que je dis, parce que j'ai donné quelques fois cette conf, je dis, vous savez, moi je suis normande, je sais qu'ici ça passe moins, excusez-moi, donc moi je vais vous dire, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, et on va voir pourquoi ensemble. Bon, je me suis dit déjà, on progresse clairement. Ça, c'est l'évolution de l'IA explicable du nombre de papiers publiés. Donc, vous additionnez les trois courbes. C'est le seul graphique que j'ai trouvé. Oui, il s'arrête à 2021. Avant, ça n'existait pas. L'IA explicable, ça ne s'appelait pas comme ça. C'est apparu vraiment aux États-Unis, à l'armée, parce qu'ils voulaient expliquer pourquoi l'IA, quand on l'utilisait dans des domaines un peu sensibles, prenait cette décision. Et au fur et à mesure, ça s'est popularisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, des petits trucs, des banalités, on va dire. En fait, quand il y a eu des règlements qui sont venus se mettre en place, les gens ont un peu paniqué. Ils ont dit « Attends, quoi ? Mais nous, on utilise des algos d'IA. Comment ça, on va devoir expliquer ?» Et du coup, c'est là où ils se sont dit « On va devoir expliquer tout ce qu'on met en place. » Et on est obligé de faire quelque chose. Donc là, il y a eu plein de papiers qui... la recherche est vraiment beaucoup orientée là-dessus. Et puis, il y a eu l'AI Act qui n'a pas aidé, qui a un petit peu mis un coup de pied aux fesses aux personnes utilisant l'IA en disant si vous n'expliquez pas, ça va mal se passer pour vous. Et je vais expliquer pourquoi ça va mal se passer. Donc, on progresse. Il y a plein de papiers, il y a plein de méthodes qui sont apparues. Voilà, on y va, quoi. Puis j'ai recherché, alors j'ai pas fait un retour futur, passé pour faire cette conf. Ça, c'est une image, donc du coup, de comment on pourrait mettre de l'IA explicable dans des décisions, ici dans l'attribution d'un prêt. Bon, ma demande a toujours été refusée, voilà, malheureusement. Mais là, j'ai une explication à pourquoi elle a été refusée. Ici, il y a, c'est des trucs de banque, c'est des trucs imbuvables. Pourquoi il y a eu, ce qui a un peu porté en ma défaveur l'obtention du crédit, porté en ma faveur l'obtention du crédit, et comment je peux modifier cette prise de décision. Enfin, c'est fou quand même. Enfin, du coup, je sais comment basculer de l'autre côté en disant on te donnera ton prêt. Et ça, c'est parfait pour l'AI Act. Ça correspond aux exigences de l'AI Act. Mais ça, c'est utopique peut-être, mais ça existe. Enfin, je n'ai pas créé ce visuel. C'est sorti lors d'un tech sprint de l'ACPR. C'est une filiale de la Banque de France en 2021. Et ils ont utilisé des algos comme Lime, comme Chap. Bon, let's go, c'est super simple. Ouais, mais non, c'est pas si simple que ça, et on voit que c'est pas du tout mis en place, en fait. Donc j'ai pris cette image d'un chat, horrible, mais c'est un chat. J'ai demandé à un certain LLM de me décrire cette image. Je lui ai donné aucune info avec. Il me dit, oui, c'est un chaton gris aux yeux bleus. Bon, non, il a les yeux... Il a les yeux pas bleus, verts à moitié. Il me dit, malheureusement, je ne peux pas lire le texte présent dans l'image. Et ouais, je t'ai pas donné de petites watermarks, donc tu n'as pas pu te baser comme le cheval sur du texte. Il n'y en avait pas, j'en ai fait exprès. Et là, il me dit comme explication, une de ces sources qu'il m'a citées, c'est un article de ce chat. Alors lui, c'est pas un chat inconnu, c'est un chat même. Il s'appelle Herman. Donc il a juste fait un reverse search de l'image dans Internet. Il n'a pas du tout regardé que c'était un chat. Il a pris la photo. Il a fait un reverse search, et dans les articles, ils ont dit qu'il avait les yeux bleus. Il a dit, ouais, t'as raison, il a les yeux bleus, je ne vais même pas vérifier. Et quand je lui dis, mais comment tu sais que c'est un chat ?
Il me dit je m'excuse pour la confusion, en fait, je ne peux pas voir l'image. Quoi? Et après, il me dit mais je me suis basé sur la description dans votre message. Pas de chance. J'ai fait 2 questions. Hein, vraiment, il n'y a pas de trucage. J'ai fait 2 questions et il nous a montré qu'il n'y avait pas d'explicabilité, en fait. Il n'y avait pas d'explication sur son résultat et qu'il se foutait de moi, littéralement. Donc bon, l'explicabilité, c'est mort. L'interprétabilité, bon, avant, comme je vous ai dit, en recherche, bon, on avait des modèles, déjà des modèles complexes, qu'on avait du mal à comprendre comment ça se faisait techniquement, même en tant qu'ingénieur en IA, avec une interprétabilité difficile, mais possible. Il y a fait beaucoup de chercheurs qui faisaient un peu from scratch, qui développaient des modèles pour nous expliquer comment ça marchait. Puis ensuite, il y a eu ça infernal, évidemment propriétaire de partout. Là, je vous ai mis un petit graphique de à quel point c'est available, on va dire, disponible, la doc de ChatGPT. Spoiler, pas du tout disponible. Et du coup, quand ça s'est arrivé, voilà. Franchement, là, on était déjà un peu perdu avant. Là, on était totalement perdu. Et ensuite, il y a eu ces acteurs-là qui sont arrivés, qui nous ont montré qu'en fait, l'interprétabilité, on est perdu, mais au moins on sait qu'il y a des acteurs comme Mistral AI, Anthropic, ChatGPT aussi, qui savent en interne comment marche leur algo, puisqu'ils l'améliorent. Et il y a quelques modèles open source disponibles, moins puissants que l'état de l'art. Je vous ai mis ici déjà le site où j'ai trouvé, si vous voulez trouver des modèles dispo, où vous avez la doc et tout. Et je vais passer vite, sinon je vais me faire virer de la salle. Je vais vous remontrer les diapos après, si vous voulez. Moi, ma prédiction humaine, enfin mon avis personnel, parce que je ne suis pas une IA quand même, c'est que l'IA, ça fait boum, on a bien vu, j'ai un peu zoomé sur l'exponentielle, mais à coup de réglementation, des petits coups de fouet là, ça va nous permettre de baisser ce gap entre l'explicabilité, le domaine qu'on connaît, qu'on peut expliquer de l'IA, et le domaine on ne comprend rien. Nous, on est là. Il y a eu quelques réglementations, mais bon, il y a quand même cet écart et on commence à le voir que ça se creuse. Et là, j'ai fait un petit peu des bonnes pratiques en IA. Donc, si vous utilisez des algos complexes dans votre entreprise, dans votre quotidien, mais que vous avez des décisions non critiques à prendre, type c'est un chat ou un chien? Bon, voilà, c'est pas très critique dans votre vie. L'interprétabilité, elle est optionnelle. C'est-à-dire expliquer ce qui se passe dans votre réseau. C'est optionnel. Maîtriser le maximum de briques pour améliorer votre modèle, vous différencier de vos concurrents. L'explicabilité, pourquoi le réseau prend ce résultat, c'est aussi optionnel. Le but, c'est informer des possibles hallucinations, vous tenir à jour des nouveautés en IA explicables. Quand vous utilisez des algos simples et vous avez une décision critique. Quand je dis critique, c'est selon l'AI Act, c'est ce qu'on appelle des systèmes d'IA à haut risque, c'est quand il y a des données personnelles. Quand il y a des données personnelles, vous prenez une décision critique. Peut-être qu'elle est nulle, mais vous prenez des décisions critiques. Si c'est des algos d'IA simples, comme on a vu avec un crédit, des choses comme ça, déjà c'est obligatoire. Spoiler, vous devez mettre de l'interprétabilité dans votre archi, en fait. Donc on a épluché l'AI Act avec une personne juriste en IA. Et du coup, on a regardé quels étaient les articles, donc vous pouvez les rechercher, et je vais me faire virer de la salle si je continue. Et du coup, l'explicabilité aussi, elle est obligatoire. Il faut dire pourquoi vous expliquez, pourquoi vous avez pris cette décision, et vous devez fournir une notice. Alors évidemment, dans les textes de loi, c'est un peu flou, parce qu'il y a encore un peu de marge, on attend vraiment qu'il y ait des sanctions pour pouvoir acter ou pas. Et si vous utilisez des algos d'IA complexes et vous faites une décision critique, ce que je voulais dire avant, c'est qu'il existe des algos d'IA explicables. Je vous ai montré Lime et Chap. C'est pour des algos simples, il existe des méthodes, donc utilisez-les. C'est facile à mettre en place. Et si vous utilisez des algos d'IA complexes, là, ça va être compliqué parce que vous allez vraiment vous freiner à ce que la recherche s'arrête sur l'IA explicable sur ces algos-là. Donc arrêtez tout de suite d'utiliser ça, parce que sinon c'est la casse prison. Enfin non, c'est 30 millions d'euros d'amende ou 6% du chiffre d'affaires, le maximum entre les deux que vous risquez d'encourir. Vous allez me dire oui, mais personne ne l'a eu encore. Oui, je sais, personne ne l'a eu encore, mais on ne va pas tenter le diable. Et pour récapituler tout ça, déjà merci d'être venu à cette conférence, parce que être là aujourd'hui, c'est faire un pas vers une IA plus éthique. Que en fait, vous avez déjà une idée de ce qu'est l'IA explicable. Il faut prendre son mal en patience, ça viendra, des nouveaux modèles d'IA explicables,
ça viendra avec le temps. Et finalement, est-ce que c'est pas bien de rester dans la boîte noire? C'est un peu une petite parenthèse pour vous. Des fois, en fait, cette envie de poser des règles, ça peut freiner cette innovation. On peut penser ça. Mais finalement, pour des décisions comme des photos de chats ou des trucs comme ça, c'est pas cool de tester des super modèles et au pire, tuer une mouche avec un bazooka et voilà, se faire kiffer en IA. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup pour votre attention.